Bonjour et merci de nous retrouver pour ce webinaire en direct. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble sur les 10 questions indispensables que je me pose quand je veux sauvegarder mes données et surtout quand je veux restaurer, puisque l'objectif, c'est vraiment de pouvoir restaurer nos données. Et là, je vais, au travers de ces questions, vous donner quelques pistes qui vont vous permettre de poser, je dirais, les fondations de votre politique de protection de données. Alors, la première chose importante, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'est-ce que la sauvegarde. Donc, il y a vraiment trois points essentiels dans la sauvegarde. À partir du moment où trois de ces points, ou l'un de ces trois points n'est pas respecté, c'est que la solution que vous utilisez ou la pratique que vous avez ne constitue pas une méthode de sauvegarde. Donc, le premier point, c'est l'automatisation. Une sauvegarde, elle se caractérise par l'automatisation. L'automatisation, pourquoi? Parce que l'automatisation est là pour éviter l'erreur humaine, tout simplement. Elle est là pour éviter que vous ayez oublié de sauvegarder vos données le soir, à midi, le week-end, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. On va automatiser la sauvegarde afin de pouvoir constituer ce que l'on appelle un point de reprise. Le point de reprise, il est primordial, c'est-à-dire ça va nous permettre de savoir à quel moment on va pouvoir retrouver l'information. Le deuxième point important d'une solution de sauvegarde, c'est ce qu'on appelle la mémorisation. À partir du moment où vous allez sauvegarder, eh bien le logiciel de sauvegarde, puisqu'il s'agit bien d'un logiciel, il va vous permettre effectivement de mémoriser l'ensemble des informations, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers qui ont été sauvegardés sur un support de stockage. Il va non seulement sauvegarder tous ces fichiers physiquement, mais il va mémoriser les dates et lieux de collecte, il va mémoriser les attributs de ces fichiers. Les attributs, ça peut être le propriétaire, ça peut être les droits en lecture, en écriture, etc., de sorte à, lors de la restauration, pouvoir vous restituer le fichier à l'identique tel qu'il a été sauvegardé. Donc, cette option de mémorisation, elle est extrêmement importante. Pour les gens qui pensent que sauvegarder, c'est toujours simplement copier un fichier de son disque dur vers une clé USB ou vers un autre support de stockage, eh bien non. Vous avez imaginé bien que si vous avez 1000, 10 000 ou 100 000 fichiers, ça va être très très compliqué de mémoriser l'ensemble de ces actions. Donc c'est cette fonctionnalité qui vous permettra de retrouver très facilement l'information en cas de sinistre. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est très important également, des trois, c'est celui qui est le plus important à respecter, et c'est souvent celui pour lequel je constate qu'il y a des non-conformités, on va dire, c'est l'aspect isolation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'isolation? On va isoler les données de sauvegarde des données de production. Ça signifie, en d'autres termes, que on va être le garant que les données sauvegardées, que la copie de sauvegarde que l'on va générer, ou les différentes copies de sauvegarde que l'on va générer, seront totalement isolées de l'environnement de production. Pourquoi? Parce que il y a dans certains cas, avec certains sinistres, notamment par exemple les ransomware, il est extrêmement important d'isoler l'environnement de production de l'environnement de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'un ransomware, par exemple, c'est un virus informatique qui va pouvoir se propager sur l'ensemble des systèmes de fichiers qui lui sont accessibles. Donc, si l'isolation n'est pas parfaite entre votre solution de sauvegarde ou entre vos données sauvegardées et les données de production, eh bien, potentiellement, le ransomware va aller contaminer ou va aller enchiffrer, puisque c'est vraiment ce qu'il fait, les données qui sont sauvegardées, à défaut de présenter une isolation suffisante. Donc ça, c'est vraiment le point extrêmement important qui caractérise une solution de sauvegarde. À partir du moment où vous avez respecté ces trois points, l'objectif de la sauvegarde, bien évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est restaurer, et restaurer à l'identique, comme on l'a dit. Grâce à cette fonction de mémorisation, la sauvegarde, le processus de restauration va vous garantir que le fichier, que la machine virtuelle, que l'ensemble des fichiers que vous aurez sauvegardés seront restaurés absolument à l'identique tel qu'il était lors de la sauvegarde. Alors, il y a bien évidemment d'autres technologies de données qui existent. La sauvegarde, c'est une technologie historique de protection de données. Pourquoi? Parce que c'est la première qui a été créée, qui a été mise en œuvre.
Et au fur et à mesure que les données ont grandi, je dirais en termes de volume, que vous avez des volumes de données de plus en plus importants, eh bien, il a fallu s'adapter. Il a fallu créer effectivement d'autres solutions de protection de données parce que les exigences en termes de préservation des données étaient de plus en plus strictes. Et donc, il y a d'autres technologies telles que par exemple la réplication qui ont été inventées. La réplication, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement prendre la donnée d'un point A et la répliquer à l'identique vers un point B. La réplication, ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle ne respecte en rien le principe d'isolation qu'on a mentionné précédemment. Donc, ça n'est pas du tout une technologie qui va vous garantir une isolation, bien au contraire, des données entre les données de production et les données de sauvegarde. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est simplement de pouvoir prendre l'information d'un côté et de la répliquer de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution de protection de données qui existe, c'est ce qu'on appelle la CDP. C'est une solution de dernière génération. C'est la dernière génération de solutions de protection de données qui existent. C'est ce qu'on appelle la Continuous Data Protection. Et là, le gros intérêt de la CDP, c'est de protéger en continu les données. Alors, l'avantage par rapport à la sauvegarde, c'est que on va pouvoir effectivement enregistrer au fur et à mesure les modifications, et donc on va avoir très très peu de données qui seront perdues en cas de sinistre. Son inconvénient, c'est que il ne va pas pouvoir historiser, il ne va pas pouvoir mémoriser tel que le fait la sauvegarde, mais il va se contenter, par exemple, d'enregistrer tout ce qui s'est passé sur la dernière semaine. Donc, on va pouvoir remonter à un instant donné dans le temps pendant peut-être une semaine maximum, alors qu'avec la sauvegarde, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Les autres technologies telles que Clone et Snapshot, elles, sont également très fortement utilisées, notamment pour tout ce qui est protection des machines virtuelles. On va les utiliser en complément de la sauvegarde. Ce qui est très, très important, c'est que toutes ces technologies de protection de données, vous devez impérativement les utiliser en complément de votre solution de sauvegarde. La solution de sauvegarde, vous voyez, je l'ai mis en bas parce que c'est vraiment la fondation de votre politique de protection de données. Et toutes les autres technologies que vous avez au-dessus sont des technologies qui sont annexes, qui vont être en complément de la sauvegarde parce que, effectivement, la sauvegarde a des limitations qui seront levées par ces autres technologies de protection de données. Donc, il n'y a pas de solution miracle. La meilleure politique de sauvegarde, je dirais, c'est un complément, c'est un ensemble de technologies que l'on va pouvoir utiliser pour satisfaire les différents besoins de l'entreprise. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une sauvegarde, c'est un projet d'entreprise pour l'entreprise. C'est pas un projet du service informatique, comme j'aime à le rappeler. C'est pas le service informatique qui décide de combien de temps est-ce qu'il faut garder les sauvegardes, à quelle fréquence est-ce qu'il faut sauvegarder les informations. Toutes ces informations, le service informatique va devoir les collecter, va devoir les récupérer au travers des utilisateurs, du service financier, du management, donc de tous les services de l'entreprise. Et ce sont ces services qui vont exprimer les contraintes que l'entreprise a par rapport à ces données et qui vont devoir être traduites par le système, par le service informatique, dans le cadre d'une politique de sauvegarde. Mais en aucun cas, c'est le service informatique qui va décider par lui seul de la manière dont les données doivent être sauvegardées et doivent être préservées. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Une fois qu'on a posé ces bases-là, il y a 10 questions essentielles à se poser pour réussir ces sauvegardes. Donc, la première des questions qui est à se poser, c'est quelles sont les données à sauvegarder. Donc là, vous avez impérativement besoin d'effectuer un inventaire. Il va être nécessaire de effectuer la liste des services, des serveurs, des applications, de toutes ces informations qu'il va falloir effectivement sauvegarder. Et là, vous allez devoir les segmenter en fonction de la criticité du service, du serveur ou de l'application qui est exécutée dans votre entreprise. Donc, si vous êtes tout seul et que vous êtes un entrepreneur, c'est relativement simple. Ça va se limiter généralement à quelques répertoires dans lesquels vous savez que vous sauvegardez vos données. Pour une entreprise, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Et là, il faut avoir une connaissance indispensable du système d'information. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Ce qui est également important, au-delà du service et du serveur ou de l'application, c'est la valeur. C'est la valeur économique de la donnée. Parce que toute donnée, effectivement, elle a une valeur économique. Et surtout, cette valeur économique, ce qu'il faut comprendre, la valeur de la donnée, c'est qu'elle va changer dans le temps.
Elle peut prendre de la valeur ou elle peut en perdre en fonction de la nature de la donnée que vous avez. Par exemple, si vous prenez des données financières, ben, ce sont des données qui vont, je dirais pas prendre de la valeur dans le temps, mais tout du moins qu'il va falloir préserver parce que en cas de perte de ces données, eh bien, on est assujetti à des pénalités, par exemple. A contrario, peut-être qu'un email va avoir de la valeur à partir du moment où vous n'avez toujours pas pris connaissance de son contenu. Dès que cet email est consulté, eh bien, on peut imaginer que la valeur de l'email qui est à l'intérieur soit moindre parce que vous en avez pris connaissance. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour expliquer qu'une donnée, elle a une valeur économique. Ça peut être également une valeur économique qui est exprimée sur un portail de vente, par exemple, ou toutes les données qui sont nécessaires à ce portail de vente, eh bien, effectivement, elles ont une valeur économique qui est importante. Parce que sans ces données, eh bien, votre entreprise ne peut pas vendre, ne peut en aucun cas, entre guillemets, générer du chiffre d'affaires. Et là, il y a une perte également de valeur si les données sont perdues. La deuxième question, c'est quelle est la quantité de données que vous êtes prêt à perdre? Ça paraît un petit peu bizarre de poser comme ça, mais c'est vraiment de cette façon qu'il faut poser les questions. Quelle est la quantité de données que l'entreprise accepte de perdre? Est-ce que vous acceptez de perdre 1 heure de votre travail, 2 heures, une journée, une semaine? Donc ça va être effectivement traduit par ce qu'on appelle un paramètre technique qui s'appelle le PDFA ou la perte de données maximale admissible. En anglais, on parlera du Recovery Point Objective. Ce paramètre, il va être calculé à partir du moment de l'incident. À partir du moment où vous perdez un fichier, une base de données, un serveur, etc., eh bien, l'entreprise aura défini la perte de données maximale qu'elle admet sur cette information. Donc, si ce paramètre est extrêmement faible, c'est-à-dire de l'ordre de quelques minutes, eh bien, il se peut que la solution de sauvegarde ne soit pas la plus appropriée. Il faudra faire appel à d'autres technologies telles qu'on les a vues précédemment, peut-être de la CDP principalement, pour pouvoir effectivement maintenir effectivement ce RPO ou ce PDMA, si vous préférez. Donc, vous voyez qu'en fonction de la valeur qui va être positionnée, en fonction de la criticité de l'information ou du service, eh bien, ce paramètre peut être amené à changer et donc il faudra changer la technologie ou la combiner avec une autre technologie pour pouvoir satisfaire les contraintes. La troisième question à laquelle vous devez répondre, c'est quelle est la fréquence de vos sauvegardes? Eh bien, la fréquence, déjà, elle doit être inférieure aux paramètres que l'on a vus précédemment. C'est-à-dire, si vous perdez effectivement les données, il faut que, si vous acceptez de perdre une heure d'information, eh bien, il faut impérativement sauvegarder à minima, je dirais, toutes les heures. Ce qui semble à peu près logique. Et là, encore une fois, le choix technologique va s'imposer. Si la fréquence est trop faible, eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir changer probablement de technologie pour pouvoir vous adapter. Parce que la fréquence sera trop élevée et on ne pourra pas imaginer déclencher, que ce soit peut-être des sauvegardes ou que ce soit des snapshots, à une fréquence aussi importante. Il faut savoir que les solutions modernes de protection de données sont adaptées par rapport à ça. Là où précédemment, on pouvait peut-être effectuer des sauvegardes uniquement, je dirais, toutes les heures ou toutes les 6 heures, etc. Eh bien maintenant, il y a des technologies qui sont adossées à la sauvegarde qui vont nous permettre effectivement de diminuer de manière très très importante la fréquence de nos sauvegardes. La quatrième question, c'est combien de temps est-ce que vous pouvez vous passer de vos données? À partir du moment où un sinistre intervient, à partir de combien de temps, effectivement, l'entreprise sera en difficulté? Est-ce que au bout d'une heure d'inactivité, est-ce que l'entreprise sera potentiellement en danger? Au bout d'une journée, au bout d'une semaine, etc. Donc, plus effectivement le temps va passer, plus la perte d'une donnée ou d'un service ou d'un serveur va venir poser effectivement des problèmes à l'entreprise. Et c'est pour ça que vous allez spécifier un paramètre technique qui est le délai maximal d'interruption admissible ou le RTO qui lui va définir le temps maximal qui est autorisé pour le service informatique à rétablir le service ou à restaurer
effectivement l'information qui a été perdue. Et ça, c'est extrêmement important également à déterminer. Et de la même manière, ça aura un choix en termes de technologie, en termes de support également de stockage que l'on va devoir utiliser, notamment sur la partie peut-être performance et accessibilité. Donc, au niveau des supports de sauvegarde, on vient d'en parler. Quel est le support que vous allez utiliser? Eh bien, à l'heure actuelle, on a deux grands choix. On va sauvegarder sur du disque ou alors on va sauvegarder sur une bande magnétique. Au niveau des business models, on a deux grandes orientations, je dirais. La première orientation, c'est de pouvoir effectivement faire du on-premise, c'est-à-dire que vous allez vous-même, entre guillemets, héberger vos données, sauvegarder, ou alors vous allez décider de les confier à un service de type cloud. L'un n'exclut pas l'autre, bien évidemment, et bien au contraire, je dirais même également. Voilà. Donc, dans le premier cas, lorsqu'on est en on-premise, eh bien, toutes les données seront stockées à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on aura effectivement quelques points importants à vérifier de la même manière pour le cloud. La première chose, c'est ce qu'on appelle le TCO, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership. Qu'est-ce que ça me coûte, entre guillemets, de conserver, de sauvegarder mes données et de les gérer moi-même au sein de mon entreprise? Cette question, vous allez vous la poser dans les deux cas, en on-premise ou sur le cloud. C'est exactement la même chose. Sauf que dans le premier cas, quand vous investissez dans une solution, vous allez devoir acheter effectivement du matériel et du logiciel, et vous allez également payer de la maintenance pour pouvoir maintenir le matériel et le logiciel. En mode cloud, vous êtes en mode OPEX, c'est-à-dire que là, on est plutôt dans un modèle pay as you go. Vous allez payer en fonction du service que vous utilisez, en fonction du volume de données que vous allez stocker sur le cloud. Il faudra également vous poser la question de qu'est-ce que vous coûte le fait de récupérer des informations. Est-ce que c'est inclus dans le modèle économique de votre fournisseur? L'autre point également important, c'est la sécurité. Est-ce que vos données sont en sécurité? C'est quelque chose qu'on étaiera après. Est-ce que les données qui sont confiées à votre prestataire, est-ce que votre prestataire conserve en toute sécurité les données de sauvegarde? La performance également est un point important. On l'a vu notamment sur la partie restauration, en l'occurrence, ou tout du moins retour en production. Là, le choix de la solution sera vraiment important parce que vous allez devoir choisir effectivement un support qui soit plus ou moins performant en fonction de la vitesse à laquelle vous aurez besoin de restaurer vos données. Donc, le facteur performance est très important également. Si vous avez une approche sur le cloud, bien évidemment, et que vous devez restaurer une machine peut-être en 1 heure, par exemple, eh bien là, il faudra effectivement la garantie que vous puissiez récupérer l'ensemble des informations depuis le cloud dans cet intervalle de temps. Après, vous avez d'autres solutions qui sont plutôt type DRAS. C'est-à-dire que là, principalement, le DR se fera directement depuis le cloud et on n'aura pas effectivement de besoin de restaurer les informations. Le quatrième point important par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quelque chose qui est important aussi parce que il va définir est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est simple d'accéder aux données en termes de restauration ou pas. Si vous faites de la sauvegarde sur tape, eh bien la sauvegarde sur tape, il se peut très bien que la bande sur laquelle est situé le fichier ou l'ensemble des fichiers à restaurer ne soit pas accessible. Et donc ça, effectivement, ça peut compter dans le délai maximal d'interruption admissible qui aura été fixé par l'entreprise. Si vous faut déjà 3 heures pour récupérer la cartouche parce qu'elle a été envoyée chez un prestataire dans un coffre, eh bien effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte au niveau de l'accessibilité. Donc toutes ces questions, effectivement, il faut vous les poser, que vous choisissez un modèle économique on-premise ou cloud, ou sur les deux, bien évidemment. Donc la sécurité, on en a parlé, on va la détailler ici. Alors, est-ce que vos données, effectivement, sont en sécurité par rapport à ça? Donc, est-ce que les données sont sécurisées sur le cloud, par exemple? Eh bien, effectivement, il va falloir vous poser la question suivante, c'est est-ce que la donnée est hébergée en toute sécurité? C'est-à-dire, est-ce que votre fournisseur cloud, par exemple, il a un certain nombre d'agréments, tout
tout simplement. Est-ce que la sécurité physique est garantie? Est-ce que la sécurité logique est également garantie par rapport à ça? Mais la sécurité physique et logique, il faut vous la poser également si vous êtes en on-premise, c'est-à-dire que si vous hébergez vous-même vos sauvegardes. Est-ce que n'importe qui peut accéder aux données qui sont sauvegardées dans l'entreprise ou pas? D'un point de vue logique, de la même manière, c'est pas parce que vous êtes administrateur système que vous êtes en droit de restaurer la totalité des données. Une solution de backup, par exemple, accède à l'ensemble du système d'information. C'est-à-dire qu'elle va non seulement sauvegarder des données qui sont, je dirais, des utilisateurs, mais elle peut très bien sauvegarder des données stratégiques, comme des données financières, pour lesquelles, effectivement, le service financier ou certains services n'auraient pas envie que l'administrateur ou toute personne habilitée à utiliser ou à restaurer, eh bien, puisse avoir accès à ces informations. Donc, vous voyez que la sécurité, il faut également la compartimenter d'un point de vue logique, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à n'importe quoi et tout le monde ne peut pas restaurer n'importe quoi simplement sur le fait de privilèges supplémentaires d'un point de vue informatique. L'autre point qui est très important, notamment si vous faites appel à une solution de type BAS, c'est-à-dire de type Backup as a Service, c'est la partie conformité. La partie conformité, ça veut dire, à l'heure actuelle, on a effectivement des exigences légales. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, par exemple, au mois de mai, nous avons eu le RGPD qui a été mis en œuvre. Le RGPD, il vise effectivement à garantir un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les données qui sont hébergées, par exemple chez votre fournisseur, eh bien ces données doivent être hébergées dans un environnement et surtout dans une géographie qui est adaptée et qui est conforme au RGPD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certains pays qui ne sont pas habilités à héberger vos données. Et quand vous faites appel à un service de type cloud, la problématique qu'on a, c'est qu'on ne sait pas concrètement où est stockée la donnée. L'autre problème, si vous faites appel à une solution avec un fournisseur cloud de type américain, c'est que nous avons le Cloud Act. Le Cloud Act, qu'est-ce qui spécifie? Eh bien, le Cloud Act, il va tout simplement mettre une sorte de pavé dans la mare par rapport au RGPD, parce que là où en fait votre fournisseur entre guillemets américain n'était pas censé pouvoir divulguer des informations sous la demande de la justice américaine, eh bien à partir du moment où le Cloud Act a été signé, ça signifie qu'un juge américain peut très bien demander à accéder à des informations qui sont stockées sur un cloud américain, d'un fournisseur américain, même si ces données sont stockées en Europe ou partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, c'est vraiment un problème d'ingérence typiquement par rapport effectivement à la législation locale du pays. Donc prenez en compte effectivement ce genre de risque, sachant qu'effectivement dans les textes du Cloud Act, ça ne s'applique uniquement dans le cas de soupçons d'actes terroristes. C'est-à-dire que la justice américaine souhaiterait consulter des informations qui sont stockées sur un cloud de type américain pour une personne particulière qui aurait effectivement des soupçons d'actes terroristes. Voilà. Bon, maintenant, encore une fois, comme je dis toujours, le propre d'un scandale, c'est que c'est quelque chose qui arrive sur une information qu'on pensait être fausse. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, ça ne concerne que ce type entre guillemets d'activité. Peut-être qu'un jour on aura un scandale qui nous apprendra que, eh bien, il y a bon nombre d'autres données qui ont été récupérées par rapport à ça. Alors les solutions par rapport à cet aspect sécurité, ça peut être également du chiffrement. Vous pouvez très bien entre guillemets avoir chiffré vos données chez votre fournisseur. Par contre, reste la question de savoir de qui possède la clé de déchiffrement. Qui possède la clé, effectivement, qui va permettre de déchiffrer les données. Si c'est votre fournisseur, c'est embêtant. Si c'est vous, c'est un petit peu plus sécurisant. Alors, 7e question importante. Combien de copies de sauvegarde est-ce que vous devez conserver? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un certain nombre de règles qui ont été définies par rapport à ça au niveau de l'industrie, et on va effectivement vous demander de respecter. Je vous invite très fortement à respecter ce qu'on appelle la règle des 3-2-1. Qu'est-ce que c'est que cette règle des 3-2-1? La règle des 3-2-1 signifie qu'on doit disposer de 3 copies de sauvegarde différentes. Pour toute donnée de production, notamment critique, vous devez avoir 3 copies identiques de ces données de production. Sur ces 3 copies, vous devez avoir 2 copies
qui sont stockés sur deux supports de stockage différents. Donc, vous voyez, encore une fois, on compartimente, on isole, comme on l'a dit tout au début du webinaire, on va encore isoler la donnée de manière à ce que, eh bien, on ne puisse pas propager éventuellement un sinistre d'un support à l'autre. Donc, par exemple, vous pouvez très bien avoir une première copie disponible, excusez-moi, sur du disque, ou vous pouvez avoir une deuxième copie disponible sur banc. Vous pouvez également avoir une première copie sur disque et une deuxième copie sur le cloud, bien évidemment. C'est pas restrictif. OK? Donc, on peut très bien, effectivement, avoir deux supports complètement différents. Le 1, donc de la règle 3, 2, 1, signifie que, au minimum, une de ces trois copies doit être externalisée. C'est-à-dire qu'elle doit être hors de l'entreprise. Elle doit être stockée dans un endroit différent de l'entreprise, de sorte à ce que, si l'entreprise subit un sinistre majeur, ça peut être un incendie, ça peut être un tremblement de terre, que sais-je, eh bien, on a au moins la garantie que au moins une des copies soit disponible à l'extérieur de l'entreprise à des fins de reprise d'activité. Donc, c'est là qu'on va mettre en place un plan de reprise d'activité, ce qu'on appelle un PRA, pour garantir la reprise d'activité de l'entreprise. Et là, il est toujours bon d'avoir, entre guillemets, au moins une copie de sauvegarde quelque part sur le site de secours qui va nous permettre éventuellement d'avoir à restaurer ce que l'on a besoin de restaurer. On peut encore accroître, je dirais, cette règle en appliquant la règle des 3, 2, 1, 1, c'est-à-dire que le dernier va consister à créer ce qu'on appelle un air gap, c'est-à-dire on va avoir une bande, par exemple, physique, qui va être isolée, qui va être totalement sortie de la robotique. Auquel cas, une bande magnétique, type LTO, par exemple, eh bien, à partir du moment où elle est sortie de la robotique, vous n'avez absolument aucun moyen qu'un hacker, par exemple, vienne, entre guillemets, enchiffrer quoi que ce soit. De la même manière, les bandes magnétiques, pour l'instant, sont parfaitement isolées des ransomware. Donc, c'est vraiment une garantie extrêmement importante de pouvoir disposer d'une copie sur bande parce que elle va nous permettre d'isoler la donnée par rapport à ce type de sinistre. Donc, la bande est extrêmement importante également. Il ne faut pas penser que la bande est un support qui est désuet. C'était un support historique, mais il a toujours tout à fait sa place, notamment dans ce genre de stratégie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, le air gap, c'est-à-dire que la bande va être externalisée, elle va être sortie de l'entreprise, sortie de la robotique. La 8e question, c'est combien de temps est-ce que l'on doit conserver ces données? Alors, cette question, eh bien, elle va répondre à différentes contraintes. Comme on l'a dit, le service informatique, c'est pas lui qui va décider d'un certain nombre de paramètres. Le backup, une solution de backup, c'est un projet d'entreprise pour l'entreprise, au service de l'entreprise. Donc, le service informatique, lui, va s'enquérir effectivement de ces informations auprès de son management, auprès du service financier ou parfois auprès de certains utilisateurs. Parce qu'on s'aperçoit que dans le middle management, il y a des gens qui savent très très bien effectivement comment fonctionne l'entreprise. Et si on n'arrive pas à avoir les informations, eh bien parfois il faut descendre d'un cran pour, entre guillemets, essayer d'avoir des informations qui seront tout aussi pertinentes que ce que l'on aurait pu avoir de la part de dirigeants qui n'ont pas forcément cette vision technique des choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que ces gens-là, effectivement, ils ont la connaissance des clients et des fournisseurs avec lesquels travaille l'entreprise. Puisque toute entreprise qui est lucrative va travailler avec des clients et fournisseurs. Et donc, vous allez avoir des données qui vont être échangées entre l'entreprise et ses clients et ses fournisseurs. Et vous allez avoir effectivement des exigences de conformité par rapport à ça. Le point également important de l'entreprise, c'est l'aspect réglementation. À partir du moment où l'entreprise a une activité dans un pays, elle est assujettie aux lois, à la législation locale, et donc il y a un certain nombre de réglementations qui peuvent s'appliquer, notamment en termes de finances. Ou alors, elles peuvent s'appliquer par rapport à l'activité, par rapport à la nature de l'entreprise. Que ce soit une entreprise qui travaille dans le médical ou qui travaille dans le secteur bancaire ou dans d'autres services, même dans le milieu automobile, par exemple, eh bien, il y a des réglementations qui sont importantes et que l'entreprise se doit de suivre au-delà des informations, entre guillemets, qui sont échangées entre les clients et les fournisseurs.
Et donc, ce sont toutes ces informations qui vont fixer potentiellement les délais, les durées de conservation de données qui doivent être respectées par l'entreprise. Par exemple, si effectivement vous subissez un sinistre ou si vous perdez des informations financières, eh bien, par rapport à ça, vous pouvez avoir des pénalités légales si vous ne pouvez pas reproduire, entre guillemets, des éléments de facturation ou des éléments financiers que vous auriez perdus lors d'un sinistre. Parce que vous êtes tenu de les conserver peut-être pendant 7 ou 10 ans, en fonction de la législation. Alors, la dernière question importante, c'est quel est le coût associé à la sauvegarde de mes données? Il ne faut pas se le cacher, une solution de sauvegarde ou toute solution de protection de données, elle a un coût. C'est-à-dire qu'il va falloir investir, il va falloir que l'entreprise investisse un minimum dans une solution qui va viser à la protéger des risques. Donc là, c'est un équilibre à trouver entre les risques de votre entreprise et l'investissement qu'elle doit faire pour pallier à ce genre de risques. Les risques, elles ont des conséquences. La première conséquence, elle est financière. On le verra après. La conséquence financière immédiate, c'est que par exemple, une entreprise qui vend sur Internet, son portail Internet n'est plus disponible, quelle que soit la raison, eh bien, elle ne peut plus vendre. Si ça se passe en période de Noël, par exemple, ça peut être extrêmement catastrophique pour son chiffre d'affaires. Il y a un deuxième problème également, c'est la conséquence, c'est la réputation. C'est la réputation de votre entreprise. Un client qui vient sur ce site Internet pour commander pour la première fois, si ce site est totalement inopérationnel, eh bien, c'est clair que la réputation sera mauvaise. C'est peut-être potentiellement non seulement un client qui ne pourra pas commander, qui ne pourra pas acheter, donc c'est déjà une perte immédiate en termes de chiffre d'affaires pour l'entreprise, mais c'est surtout peut-être un client qui ne reviendra pas et qui exprimera sa mauvaise expérience auprès d'autres personnes qui, eux, justement, se détourneront de votre entreprise. Donc, la réputation est extrêmement importante également. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais par exemple, la ville de Baltimore a été attaquée au début du mois de mai par un ransomware. Il y a un certain nombre de fichiers ou de serveurs qui ont été enchiffrés par ce ransomware. Et un mois après, bien, la ville est quasiment, je dirais pas paralysée, mais pour l'instant, ça lui a coûté, si on parle du financier, ça lui a coûté 16 millions de dollars. C'est les chiffres qui ont été fournis par le directeur financier donc de la ville de Baltimore. Et ce chiffre est en train de s'accroître puisque l'ensemble des services n'est pas rétabli. Et vous voyez qu'en termes de réputation, vous voyez, elle est faite, puisque là, on en discute ensemble. Non seulement ça a fait la une d'un certain nombre de journaux spécialisés dans tout ce qui est technologie, mais c'est pas forcément effectivement très très bon pour la ville. Que Baltimore soit associé à ces monuments historiques ou à un ransomware, il vaut mieux que ce soit le premier, puisque c'est quand même une meilleure réputation de ce côté-là, par exemple. Et puis le troisième conséquence, c'est les amendes. Comme on en a parlé, ça peut être des amendes liées entre guillemets à la perte de données. Le RGPD, notamment, qui est passé en Europe l'année dernière, inflige des amendes qui sont relativement lourdes. Ça peut être 4% du chiffre d'affaires, ou ça peut être 20 millions d'euros, par exemple. Donc, par rapport à ces risques, eh bien, effectivement, il faut investir. Donc là, comme on l'a dit, il y a deux facteurs d'investissement. Il y a le CAPEX, c'est-à-dire le coût d'investissement si vous achetez du matériel et que vous le gardez vous-même. Et vous avez l'OPEX qui va consister à maintenir, à garantir le support, le service, l'activité ou l'abonnement de votre solution de protection de données si vous êtes sur du cloud, par exemple, pour pallier à ces risques. Donc, le calcul, faites-le. Calculez le TCO, le Total Cost of Ownership, ce que ça coûte, et calculez également le retour sur investissement. Parce que quand vous investissez dans une solution, quelle qu'elle soit, dans quoi que ce soit, vous attendez un retour sur investissement. Le jour où le sinistre intervient, le jour où le ransomware vient chiffrer la totalité de vos données, eh bien, il faut que la solution de sauvegarde ou que la solution de protection de données dans laquelle vous avez investi fasse son travail et vous rembourse au même titre qu'une assurance. C'est un petit peu ça. C'est de se dire, OK, j'investis, mais à partir du moment où il y a un sinistre et où je perds des données, il faut que mon assurance fonctionne et me rembourse. Je crois qu'il y a un autre participant qui est rentré. Voilà. Dernier point important. Comment calculer les métriques financières?
Parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident de calculer la valeur de la donnée qu'on a parlé. On a dit que la donnée a une valeur, hein. Google, les GAFA en général ont bien compris la valeur que pouvait avoir une donnée et ils l'exploitent à 100%, voire même 500%. Eh bien, si vous n'arrivez pas à déterminer le coût, enfin la valeur d'une donnée, eh bien, ce que vous pouvez par contre essayer d'estimer, c'est le coût du sinistre. Donc là, à partir du moment où vous subissez, où votre entreprise subit un sinistre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est la perte de productivité, c'est-à-dire que vous perdez en productivité, vous ne pouvez plus peut-être livrer votre client, vous ne pouvez plus fabriquer, vous ne pouvez plus vendre sur Internet, peu importe. Donc là, typiquement, vous allez impacter votre chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires annuel ou mensuel qui va en pâtir, puisqu'effectivement, l'entreprise sera pénalisée parce qu'elle sera potentiellement paralysée. Mais le deuxième facteur important, c'est la masse salariale. Les gens qui sont venus ce jour-là travailler ne savaient pas que, effectivement, ce jour-là, peut-être le serveur de fichiers allait être indisponible. Ils ne savaient pas que la messagerie ou que leur application comptable ne serait plus disponible. Et donc, par conséquent, ces gens-là qui sont venus travailler, eh bien, ne peuvent pas travailler, ou peut-être partiellement, ou pas du tout. Donc, ça veut dire que l'entreprise va devoir payer effectivement des gens, entre guillemets, à ne rien faire pendant un certain temps. Et donc, ça également, ça a un coût. Donc, tout ça, effectivement, vous pouvez l'évaluer et récupérer des informations qui vont vous permettre déjà de chiffrer dans le temps ce que vous coûte un sinistre informatique. Pendant 1 heure, pendant 3 heures ou pendant 1 an. Enfin, pas 1 an, pardon, pendant une semaine, par exemple. Baltimore, vous voyez, on en est quasiment à peu près plus d'1 mois, par exemple. Voilà. Donc, plus le temps, entre guillemets, s'écoule, plus généralement le coût du sinistre est important. Par contre, ne pensez pas que le coût du sinistre soit proportionnel à son impact. C'est-à-dire, c'est pas forcément un incendie qui peut être, entre guillemets, le plus coûteux pour l'entreprise. Ça peut généralement être le cas, mais si vous prenez, si on en revient à l'exemple de Baltimore, c'est pas un incendie, effectivement, qui va coûter très cher. C'est juste le chiffrage de quelques fichiers ou de quelques serveurs qui sont critiques pour l'entreprise. Donc, vous voyez, ça représentait très peu, entre guillemets, de données dans l'ensemble du système d'information mobile. Et par contre, c'était une attaque qui était très ciblée et qui a coûté très cher sans pour autant qu'un incendie ait ravagé le centre informatique de Baltimore, par exemple. Alors, pour terminer avec ça, il y a également un paramètre qui est important, qui est ce qu'on appelle le DOI. C'est un paramètre qui est très méconnu, je dirais. Vous le trouverez très peu sur Internet, notamment. C'est ce qu'on appelle le Degraded Operation Interval. Vous voyez ici, sur mon graphique, vous avez l'impact total du sinistre. Le sinistre, il commence pas simplement, l'impact n'est pas simplement limité au moment où il a démarré, mais il va commencer jusqu'à l'ensemble des données qui ont été perdues. C'est-à-dire que si vous avez perdu une journée de travail, eh bien potentiellement, le sinistre, l'impact du sinistre va être une journée avant le début de ce sinistre. Et la fin de ce sinistre sera effectivement déclarée à partir du moment où l'ensemble des services ou le fichier ou quoi que ce soit sera entre guillemets restauré. Donc le DOI, lui, c'est ce qu'on appelle, c'est un mode de fonctionnement dégradé. À partir du moment où l'entreprise subit un sinistre, eh bien, il y a un certain nombre de services qui potentiellement ne peuvent plus fonctionner, et donc l'entreprise va être dans un mode dégradé. Si on prend par exemple un exemple assez simple à comprendre d'un DOI, c'est tout simplement au niveau d'un disque dur. Vous prenez un disque dur qui est en RAID. Si vous avez un disque dur qui est en RAID 1, eh bien, vous pouvez accepter de perdre un disque dur, et à partir de ce moment-là, le système va continuer à fonctionner. Il va fonctionner sur un seul disque parce que le RAID va vous protéger tout simplement d'une interruption de service. Par contre, pendant ce temps-là, votre serveur est ce qu'on appelle en DOI, c'est-à-dire qu'il est en mode de fonctionnement dégradé. Si vous ne monitorez pas effectivement ce service, typiquement, si vous ne monitorez pas, excusez-moi, le disque dur au moyen d'un service smart, etc., peu importe, eh bien, si d'aventure le deuxième disque vient à lâcher, eh bien, à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans le cas d'un sinistre complètement, d'un sinistre avéré, je dirais. D'accord? Voilà. Donc, retenez bien que le RPO et le RTO ne sont pas vraiment les seuls paramètres à considérer. Le DOI est extrêmement important également, par exemple, quand on fait un basculement.
c'est-à-dire quand on passe d'un site à un autre. Parce qu'effectivement, on n'aura pas forcément le même niveau de protection sur le site de secours que lorsqu'on était totalement en production. Alors, ce que je constate, moi, bien souvent, c'est ce que j'appelle la politique de l'autruche. Il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui privilégient la politique de l'autruche, c'est-à-dire que on ne fait rien, on sait qu'il y a un problème malgré tout, mais on préfère ne rien faire et on espère, entre guillemets, que ça va passer, parce que peut-être que ça n'arrivera pas, ou que non, ça n'arrive qu'aux autres, ou ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, malheureusement, le changement se fait dans l'urgence ou dans la douleur. C'est bien souvent le souci. On peut penser que Baltimore, que la ville de Baltimore, eh bien, elle va peut-être effectivement investir, ça a déjà été le cas, hein, ça fait partie des 16 millions de dollars, dans quelque chose dans un niveau de protection, je dirais, bien plus élevé que ce qui pouvait être, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ne rien faire, ça peut coûter très cher. Ne rien faire, c'est vraiment un risque extrêmement important de nos jours parce que les risques existent et la question n'est plus de se demander si ça va nous arriver, mais quand et comment, entre guillemets, l'entreprise va être attaquée ou va subir un sinistre. Donc, il y a vraiment beaucoup de risques à l'heure actuelle, de plus en plus parce que l'entreprise est de plus en plus informatisée et de plus en plus dépendante de son système d'information. Donc ça, c'est également extrêmement important à comprendre. Donc c'est pour ça, prenez les devants. Il vaut mieux, entre guillemets, être préparé. Il vaut mieux investir et comprendre que une solution de sauvegarde ou une solution de protection de données, c'est un investissement. Ça doit faire partie inhérente, entre guillemets, de votre entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux investir maintenant ou payer plus tard à des hackers, entre guillemets, une rançon afin qu'ils nous rendent potentiellement ou pas du tout les données ou à perte? C'est quelque chose, effectivement, qui est important. Il vaut mieux, entre guillemets, investir différemment. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est importante à faire. Et je sais que c'est difficile au niveau du management ou au niveau du service financier parce que on ne voit, entre guillemets, que le coût associé à la sauvegarde et pas ce qu'elle peut, entre guillemets, nous rapporter en cas de problème, ou tout du moins nous éviter en termes de coût. Voilà, je me suis pas présenté, donc je suis Laurent Linty, Data Storage Consultant depuis bien longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je suis prestataire de service et que je travaille dans le domaine de la protection des données informatiques. Donc c'est vraiment ma spécialité, je ne fais que ça. L'année dernière, j'ai comptabilisé à peu près une centaine de projets que j'ai réalisés, que ce soit sur de la sauvegarde, de l'archivage, de la migration de données ou des PRA. Je suis ingénieur de formation, donc je suis pas un commercial. Je suis là vraiment pour vous parler de choses que je connais parce que j'ai une expérience technique avérée là-dessus. Et je peux effectivement vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir là-dessus. Alors, mon constat par rapport à tous ces projets, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des services informatiques, c'est de plus en plus compliqué. Donc, j'ai mis en place ce qu'on appelle une méthode du restore. Cette méthode, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement qui est là pour réussir vos restaurations, puisque l'objectif, quand vous achetez une sauvegarde, quand vous mettez en place une solution de sauvegarde, comme on l'a dit, c'est un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, il se fait parce qu'on peut restaurer. Et ce, dans tous les cas de figure. Alors, moi, ma valeur ajoutée, si vous voulez, c'est de faire ce lien. C'est effectivement de comprendre les besoins de votre entreprise et de faire le lien entre le service informatique pour vous aider, vous, informaticiens, à traduire, entre guillemets, les besoins de l'entreprise avec des termes qui soient techniques. Parce que quand vous parlez de RPO, quand vous parlez de RTO, quand vous parlez de toutes ces informations-là, ce sont des informations qui sont purement techniques, que les gens ne savent pas interpréter dans leur vocabulaire, je dirais. Et c'est là qu'on a des incompréhensions entre l'entreprise et le service informatique. Et c'est à cause de ça qu'on a des restaurations qui ne se font pas ou des politiques de sauvegarde qui ne sont pas positionnées correctement. Alors, le restore, c'est pour qui et pourquoi? Ça se destine à tous les professionnels de l'informatique. Que vous soyez ingénieur système, que vous soyez administrateur de base de données, que vous soyez IT manager. Donc, toute personne qui a, entre guillemets, un profil informatique peut être concernée effectivement par cet accompagnement.
Ça peut également vous intéresser si vous avez une faible confiance en vos sauvegardes. J'ai fait certains sondages et il s'avère que généralement, à chaque fois des retours que j'ai des différentes personnes qui répondent à ce sondage, c'est qu'on a une restauration sur 2 qui ne fonctionne pas. C'est extrêmement grave et inquiétant. Et effectivement, l'indice de confiance est relativement faible. Et des gens ont tendance de plus en plus à se départir de la solution de sauvegarde parce que ils estiment que ça fonctionne pas. Mais il y a des raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Mais si on n'investit pas dans les faits, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, eh bien, effectivement, on arrive à ce résultat-là. Et c'est là que c'est important de comprendre. Parce que les problèmes sont ailleurs. Ça peut être également intéressant si vous n'arrivez pas à justifier l'investissement. On a parlé effectivement du TCO, on a parlé de tous ces paramètres-là. Il faut arriver, entre guillemets, à pouvoir mettre des chiffres et à pouvoir arriver seulement auprès de votre management ou auprès de la direction financière, peu importe auprès de qui vous négociez, pour effectivement justifier ou pouvoir justifier d'un investissement. Que la solution soit sur le cloud, qu'elle soit on-premise ou que ce soit hybride, peu importe, il y a un investissement qui est nécessaire et il y a une prise de conscience que je vous aiderai justement à faire auprès de vos managers grâce à ce programme d'accompagnement. L'autre cas qui peut se poser, c'est vous n'arrivez pas à définir votre politique de sauvegarde. C'est pas non plus quelque chose de très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez être formé sur un logiciel de sauvegarde, c'est parfait, vous pouvez très bien l'utiliser. Mais moi, de la même manière, je sais parfaitement utiliser un marteau et une scie, mais je suis incapable de monter un meuble, par exemple. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Pourtant, ce sont des outils. Et ce sont des outils au même titre qu'une solution de sauvegarde qui va vous permettre de sauvegarder vos données. Donc, vous pouvez très bien être formé à une solution de sauvegarde, c'est parfait, mais ce n'est pas pour autant que vous le saurez, entre guillemets, mettre en place une politique de sauvegarde pour les raisons invoquées, parce que vous ne savez pas dialoguer avec le management et parce que les informations qu'on vous communique ne sont pas directement traduisibles d'un point de vue technique. Vous pouvez également être intéressé si vous souhaitez acquérir une nouvelle spécialisation. Si vraiment vous voulez devenir expert dans tout ce qui est sauvegarde, eh bien effectivement c'est quelque chose que je peux vous apporter de par mon expérience, de par mes 20 ans d'expérience en la matière. Et là justement, je vous proposerai une formation, on en verra après. Donc, au niveau des bénéfices que vous en tirerez, eh bien voilà, c'est de l'autonomie, déjà. Vous aurez une parfaite autonomie technique, parce que l'objectif de cet accompagnement, c'est de pouvoir vous garantir que quelle que soit la solution que vous allez utiliser, vous serez autonome, c'est pas simplement un produit, vous serez parfaitement à même de définir votre politique de sauvegarde et de la faire évoluer, parce qu'effectivement, l'entreprise, elle évolue également. Voilà, donc ce sont tous les différents bénéfices que vous pouvez en retirer, c'est ceux qui me sont venus à l'esprit, je dirais. Et c'est surtout que vous n'aurez plus de stress. Parce que je sais qu'il y a pas mal de professionnels de l'informatique qui savent très bien qu'à l'heure actuelle, les sauvegardes ou tout du moins ne sont pas tout à fait, je dirais, sereins sur le devenir de l'entreprise en cas de sinistre. Et effectivement, c'est potentiellement un facteur de stress pour eux. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est 30 jours, cette méthode. À partir du moment où vous souscrivez à cet accompagnement, eh bien, on définit un objectif ensemble. Moi, je travaille sur un objectif et un résultat. Je vous vends pas un produit. Donc, l'objectif, il peut être l'un de ceux qui ont été cités précédemment, c'est-à-dire, vous voulez vos sauvegardes, vous voulez 99% de backup et 100% de restore, par exemple. Vous voulez pouvoir changer de solution de sauvegarde, mais vous n'arrivez pas à choisir et vous ne savez pas ce qu'il faut, etc. Donc, tout ça, effectivement, c'est parfaitement discutable, bien évidemment, et c'est personnalisable. Une fois que qu'on s'est mis d'accord là-dessus, vous avez un accès personnel qui vous est dédié. Vous avez accès à une formation technique, bien évidemment. Je vais vous donner une formation technique que vous suivrez en ligne, à votre rythme, avec des exercices et des fiches pratiques, surtout qui vous feront gagner du temps. Donc, cette formation technique, c'est vraiment un condensé de toute mon expérience, si vous voulez. Donc, ça va vous donner énormément de bonnes pratiques. C'est surtout des choses qui sont applicables. Je n'ai rien contre l'ISO, j'ai rien contre ITIL, mais la vocation de cet accompagnement, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. C'est que tout le monde soit à même de mettre en place, entre guillemets, des solutions, soit à même, entre guillemets, de protéger ses données de manière totalement sereine.
Et puis, pendant tout ce mois, bien évidemment, je fais un suivi et un conseil personnalisé régulier. Hein, on se voit régulièrement au travers de sessions comme vous le suivez actuellement, qui sont des sessions Zoom, où là, on se voit concrètement et je suis pas à pas vos évolutions et l'objectif à atteindre. Voilà. L'objectif final de tout ça, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir, je le répète, restaurer 100% de vos données. Ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est vraiment votre réputation qui est en jeu. À partir du moment où vous demandez d'investir dans une solution, si au premier, entre guillemets, problème, eh bien, votre solution ne restaure pas ou ne restaure pas l'information qui est souhaitée parce que tous les cas de figure n'ont pas été envisagés, eh ben, c'est votre crédibilité et potentiellement votre poste qui peut en pâtir, je dirais. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez serein à l'issue de cet accompagnement sur la politique de sauvegarde et sur la solution que vous aurez mis en place et sur laquelle je vous aurai accompagné pendant un mois. Voilà, il nous reste 10 petites minutes. Avant de passer donc aux questions-réponses, si vous en avez, eh bien, à l'issue, je vous propose une séance stratégique de 60 minutes, c'est-à-dire que vous allez recevoir un email euh, sur lequel vous vous êtes inscrit pour assister à cette formation. Et je vous proposerai dans ce cas-là de cliquer sur un lien et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi et on pourra discuter de votre projet et de ce que vous avez envie de faire. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin. Donc ça, je vous l'offre, ça dure 1 heure. Vous avez pendant 1 heure pour me poser toutes les questions que vous souhaitez et puis on peut discuter de ça ensemble.